Si vous permettez, j'aimerais bien revenir là-dessus. Parce que pour moi, on s'est un peu perdu, on s'est pris les pieds dans le tapis quand je dis je me mets dedans quand je dis on, sur l'exécution de cette réforme et tous les motifs d'améliorer les injustices du dispositif actuel, qui est un capharnaüm absolument auquel personne ne comprend. Je voudrais juste revenir en fait sur le financement parce que c'est ce qui nous oppose le plus. Quand elle a été créée, la sécurité sociale, c'était sur le travail. Il n'était pas question de dette, parce qu'il n'était pas question d'investissement. C'est le travail qui finance les actifs retraités. Ça a commencé à déraper dans les années 80 à cause du chômage. Le premier impôt, ce qui est un coup de canif dans l'esprit du Conseil national de la résistance, le premier impôt à l'appui de notre modèle social, c'est Rocard, gouvernement de gauche, la CSG en 90. Le deuxième impôt, c'est Juppé, gouvernement de droite, la CRDS en 95. Il crée la caisse d'amortissement de la dette sociale, il transfère, le trou à l'époque c'était 110 milliards de francs, 17 milliards d'euros. On a transféré la dette à l'État, et c'est l'État qui achète sur les marchés financiers de quoi rembourser cette dette. La crise de 2008 a aggravé la situation, et on a eu la première réforme de droite, Woerth, on passe de 60 à 62 ans, du système qui datait de 80, on est passé à 60 ans. Deuxième réforme de gauche, 41 à 43 ans, réforme Touraine en 2014, 4 ans plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il fallait éponger la dette de la crise de 2008. En 2018, on avait voté 270 milliards de dettes, on avait eu comme recette CSG, CRDS 209 milliards, le trou était de 105 milliards. Mais vous on a eu la crise sanitaire, on est passé à 150 milliards de dettes. Est-ce que vous voulez en venir par rapport à... Je veux en venir au fait que l'État, la planche à billets, ça n'existe plus. Depuis le système monétaire de fin de 76, on emprunte à des banques privées qui sont les seules à pouvoir émettre de la monnaie. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Ce système-là, je le défends pas. Et quand vous dites que la financiarisation de l'économie est indéfendable et qu'elle est infecte, je suis d'accord. Mais c'est les statuts du FMI et c'est de l'international. Si on était le seul pays en Europe à se permettre d'avoir un trou, en se disant la dette publique, on peut l'effacer, on peut porter atteinte à la rentabilité des capitaux en taxant les dividendes ou le capital, ce qui a été fait en 81 avant le virage de la rigueur, on pourrait se retrouver dans la situation de la Grèce, c'est-à-dire se retrouver pratiquement en situation de dépôt de bilan. Frédéric Descrozaille, s'il vous plaît, ensuite Thomas Porte. Juste pour le 49.3. Je trouve que c'est un peu fallacieux de dire qu'il y en a eu 10 parce que c'est une vérité. Mais chers collègues, c'est technique, c'est le budget. Ce qui définit la majorité de l'opposition, c'est le vote du budget. La majorité est relative. Donc il y a une coalition de circonstances. On sait que le budget passera pas. On va pas vous le reprocher. Vous êtes dans l'opposition. Vous n'allez pas voter le budget. Voter le budget, c'est reconnaître le bien fondé de la politique générale que défend le gouvernement. Donc, mais ne dites pas, il y en a eu 10, pourquoi ? Parce qu'il y a eu 10 morceaux de texte, parce qu'il y a eu 2 allers-retours, parce qu'il y avait 2 budgets, PLF et LFSS. Au fond, il y a eu un 49.3 politique qui était le premier, et après vous étiez même pas d'accord les uns avec les autres au sein de la NUPES pour voter les suivants. Non, là franchement c'est pas honnête. Les 10 c'est juste parce qu'il fallait un budget pour la nation et que la majorité est relative. C'est budget. Tout. Vous pouviez construire une majorité en réécrivant le budget. Vous avez pas fait, mais là vous pouviez aussi passer par un autre véhicule législatif qu'une discussion budgétaire pour évoquer cette réforme des retraites. Ça, c'est effectivement le choix du gouvernement. Moi, je le respecte. J'entends ce que dit monsieur. Ce que je comprends quand même, c'est que vous n'attendez rien des débats qu'il va y avoir là cette semaine en commission. C'est pas ce que j'ai dit. Si, parce que vous dites qu'on n'en veut pas. Donc, vous allez avoir une motion de rejet sur le fond. Elle passera ou elle passera pas. Si elle ne passe pas, on débat du texte. Vous avez déposé 6000 amendements. Je vous rappelle qu'il y a des réformes beaucoup plus profondes que ça qui sont passées en moins de temps. Moi, je considère qu'on surlégifère et qu'on passe trop de temps sur les textes. On a trop tendance, on bombarde les textes d'amendements et c'est trop long. Il y a des réformes fondamentales et même la réforme Touraine est passée en moins de temps que ça. Donc, le choix du gouvernement, il se respecte. On est capable, si on s'écoute, de travailler sur le fond et de ne pas avoir peur de voter et de trancher. Vous croyez que c'est facile pour nous d'avoir une réforme, d'aller voir les gens en disant « Je vous ai dit que c'était fondamentalement injuste ». Il y a plein de mesures de justice dedans parce que ça corrige des injustices actuelles. Mais vous croyez que c'est pour le plaisir, pour un gain électoral qu'on fait ça ? Donc, respectons-nous, débattons et on verra ce que donne le vote. Il y a trop de gens encore aujourd'hui qui sont attachés à leur emploi, qui sont fiers de leur entreprise, mais qui n'aiment pas leur travail. Et ce que nous essayons de faire depuis 6 ans, qui est que le fait que chacun puisse choisir sa vie, c'est encore pas, ça n'a pas suffisamment diffusé. Et il y a pour moi beaucoup de travail à faire dans cette réforme pour que chacun puisse au moins choisir la fin de sa carrière. Et ça démarre à 55 ans. Et là, de ce point de vue-là, ce qui a été fait sur la pénibilité depuis la réforme Touraine, qui est à améliorer, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il faut que on aille plus loin dans la possibilité de dire à des gens qui sont usés, vous pouvez changer de poste, changer de métier, changer y compris d'entreprise. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à faire. Sur la question de la... À titre personnel, je n'ai pas la prétention d'avoir quelque chose à donner. J'aime le débat parlementaire. Mais il y a une négociation, donc chacun donne un petit peu. Je n'ai pas peur de vérifier qu'on peut être minoritaire. Je ne le crains pas.
Tout ce que je crains, c'est que le débat parlementaire soit pas à la hauteur, qu'il puisse être esquinté. Voilà. Donc, on va s'écouter, on va se parler. Moi, ce que j'entends là-dessus, je ne le savais pas, mais il se trouve qu'on est un peu sur les mêmes sujets, parce que moi, sur cette question de la pénibilité, je considère qu'il faut plus d'argent sur la prévention et qu'on rende actifs des outils qui existent, en particulier le congé de reconversion. Exactement ce dont il y a une question. Donc, on peut converger, mais je ne crains pas, je n'ai pas peur de me dire, mon Dieu, et si on n'a pas la majorité pour ce texte? Nous sommes la représentation nationale, pourvu que nous nous écoutions et que nous débattions et que nous respections la contradiction. Nous sommes à la hauteur de notre mission. On verra bien comment, à l'issue du débat, ce qu'il en sort. Donc, j'ai rien à donner, mais ça m'intéresse. Quand il y a un collègue qui parle avec conviction et qui apporte des choses, qui a travaillé, qui a réfléchi, qui a vu des acteurs, j'écoute. Et puis, j'aurais pas peur de voter des amendements qui viendront. Je regarde pas, je vais vous dire d'où viennent les textes. Je regarde sur le contenu. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Et c'est comme ça qu'on respecte le débat parlementaire.